Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Art Thérapie. Collection Art Thérapie, dirigée par Claude Lorrain. La collection Art Thérapie a pour vocation de faire connaître toute méthode, technique et recherche permettant d'utiliser les bienfaits des arts avec visée de soins auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en difficulté psychologique ou physique. Paraîtront ainsi toute production textuelle ou vidéo de haute qualité rendant compte d'activités artistiques à objectifs thérapeutiques en institutions, hôpitaux, cliniques, dispensaires. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient déjà compris la fonction d'exsudation des passions qu'ils nommaient catharsis dans le théâtre, la musique et la danse. Vinrent ensuite la sculpture, l'écriture, le jeu avec les masques, ainsi que différentes formes d'artisanat, et il existe en France depuis 1970 des ateliers créatifs dans de nombreuses structures de soins. Les buts visés vont de l'expression de conflits internes au surgissement de non-dits, en passant par tout support rendant l'imagination active chez ceux qui en manquent et incitant à la création, à la libération d'énergie et au développement des personnes en souffrance vers un mieux-être de leur existence. Dernière parution. Patrick Erard, Le corps dansé. Une voie de réconciliation, 2018. Sylvie Lagache, Danse, énergie, thérapie. Cancer et handicap, 2018. Michel Lepoivre, Conte et psychothérapie, du conte traditionnel à l'histoire thérapeutique, 2017. Claude Lorrain, Guérir par le théâtre thérapeutique, essai de psychodrame existentiel, 2010. Préface d'Armand Volkas. Alors que la dramathérapie commence à se développer sur le continent européen, ce livre offre une ressource bienvenue pour ce champ en cours de définition sur le sol français. Je me souviens de ma venue en France en 1990, à la recherche durant 6 mois, de collègues en dramathérapie avec qui créer des liens et collaborer. Bien que la scène théâtrale en France à cette époque fasse preuve d'une énergie stimulante avec des productions innovatrices, l'application du théâtre en tant qu'outil thérapeutique semblait encore endormie. Une exception pourrait être Jean-Pierre Klein, pionnier dans les thérapies par les arts créatifs en France, qui de diverses manières a tracé le chemin de la dramathérapie avec l'esprit d'un iconoclaste 68 arts. Il invitait de nombreux metteurs en scène, auteurs et artistes du théâtre à faciliter des ateliers de développement personnel pour des non-acteurs dans son centre de formation réputé l'INECAT dont je fis partie. J'ai pu ainsi mener de nombreux événements de dramathérapie et de théâtre playback pendant les 30 dernières années. Pendant ce temps, la dramathérapie s'est installée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Amérique du Nord et cette approche s'est précisée. Un corpus de connaissances théoriques et expérimentales s'est développé et a fondé une base pour l'usage choisi du théâtre dans de nombreuses situations, cliniques ou non. La France s'est montrée éloignée de ces cheminements, peut-être dû à la prédominance de la langue anglaise dans ce domaine. Ce livre témoigne d'un moment fort pour la dramathérapie en France. Tout au long, on peut percevoir l'apport et l'échange actuel d'idées au cœur de l'Europe et avec l'Amérique du Nord. Les auteurs présentent des méthodes efficaces et des perspectives d'application de la dramathérapie avec les enfants, adolescents et adultes dans des espaces individuels, en famille ou en groupe. Ils incluent des théories allant de la dramathérapie psychanalytique jusqu'aux transformations développementales ludiques et profondes. J'ai rencontré Kathleen Olivier, porteuse du projet et auteure dans ce livre, lorsqu'elle était étudiante en master de dramathérapie à l'Université Concordia de Montréal en 2003. Nous avons collaboré à de nombreuses reprises depuis ce temps. Dans un sens, j'ai été témoin du développement de la dramathérapie en France et je perçois cet ouvrage comme révolutionnaire et une ouverture vers une nouvelle phase de croissance. Je félicite cette importante contribution et encourage toute personne qui souhaite comprendre le pouvoir soignant de la dramathérapie à lire ce livre. Armand Volkas, MFT, RDTBCT, directeur clinique du Centre d'aide par les arts vivants, professeur associé et directeur de l'Institut californien des études intégrées, fondateur de l'ensemble de théâtre playback à San Francisco, Guérir les blessures de l'histoire, Centre pour la construction de la paix par les arts. Préface de NISSHASAJNANI. Ce livre est une avancée importante dans l'installation de la dramathérapie en France. Il rassemble un historique de ce champ théorique et les voix de 11 professionnels s'y déployant.
Chaque auteur partage sa compréhension de la manière dont les processus théâtraux permettent le soin des enfants, adolescents et adultes dans divers contextes. Le développement de la dramathérapie en France a émergé de la convergence des influences américaines et anglaises et de la tradition psychanalytique et psychodramatique. Pour donner suite à l'invitation de Kathleen Olivier en 2011, je suis venue enseigner l'approche des transformations développementales. Depuis lors, nous avons gardé ce lien alors même que se développait un réseau de dramathérapeutes francophones puis une instance professionnelle pour la dramathérapie dans le pays. L'évolution de la dramathérapie en France implique l'engagement solide et confiant des professionnels. Cet ouvrage illustre cette détermination et inspirera ses lecteurs. Nisha Sajnani, directrice et professeure du programme en dramathérapie et du Centre pour la recherche aux frontières du théâtre et de la santé à l'Université de New York, rédactrice en chef du journal Drama Therapy Review et fondatrice de l'Alliance mondiale de dramathérapie. PREAMBUZLE 1 du sujet intuitif vers le partage collectif. Il était une fois une enfant qui rejouait les scènes du quotidien, famille, école, rue. Elle ne se demandait pas pourquoi elle aimait cela. Elle avait besoin de cela, ça lui faisait du bien. L'adolescente mettait en scène. Les autres enfants étaient ses acteurs. Les scènes de vie et les questions d'actualité alimentaient les scénarios. Parfois des histoires venues des contes ou de la mythologie organisaient le tout. Le spectacle était un bon moyen de faire passer les messages. L'étudiante voulait trouver un métier où il serait possible d'utiliser ses trouvailles, de transmettre à davantage de gens ce qui faisait en toute évidence du bien. Elle avait envie de comprendre comment, pourquoi cet effet positif de jouer, de raconter, de mettre en scène, de voir jouer, de se voir jouer. Mais en France, elle ne trouva pas d'école qui faisait suite à son parcours. Il y a 20 ans de cela, on n'entendait pas parler d'école qui enseignait comment et pourquoi jouer des histoires, pourquoi ça soigne ou permet à un groupe de traverser des périodes difficiles. Alors, plusieurs étudiantes sont parties se former ailleurs, dans d'autres pays ou hors des sentiers connus, sur des scènes ou dans la rue, dans des écoles de théâtre, dans des universités de sciences humaines, de sciences dures. Plusieurs ont vécu des expériences avec des publics variés et développé leurs convictions et leur savoir. Elles avaient divers titres: médiateur, animateur, travailleur social, enseignant, artiste, parfois psychologue, art-thérapeute avec spécialité théâtre ou art de la scène. Cependant revenait toujours le sentiment stimulant mais fatigant d'être seul dans leur identité, leur manière de comprendre leur pratique et d'observer comment l'usage de la médiation des arts scéniques dramatiques pouvait être thérapeutique. L'une d'elles, Kathleen Olivier, hésitait depuis l'adolescence entre devenir pédopsychiatre ou metteur en scène pour enfants. On lui avait dit qu'il fallait choisir, et puis ensuite qu'il valait mieux aller en médecine car le théâtre n'est pas un vrai métier. Comme les autres, elle expérimentait avec les amis, les enfants du village, les publics rencontrés en tant qu'animatrice. Elle commença et abandonna la médecine, puis étudia la psychologie. Elle fit des recherches sur l'art-thérapie par le théâtre. Il devait bien y avoir des écoles, des livres ? Mais elle ne trouva pas dans ses recherches de formation spécialisée dans la médiation théâtrale comme approche thérapeutique. Il fallait partir voir ailleurs. À Montréal, elle découvrit non seulement une culture des multiplicités, de l'apprentissage par la pratique mais aussi de la co-construction entre étudiants et enseignants. Chacun impliqué dans l'avancée de la pensée, partageait ses expériences. Les étudiants analysaient, comparaient, recherchaient. Elle découvrit aussi, au hasard d'une discussion entre neurosciences et poésie, l'existence d'un master de dramathérapie. Depuis 1990, accréditation en 2000, ce master existait, intégré dans le master des fines arts. C'était un master de creative art therapy, où la dramathérapie était enseignée à côté de l'art-thérapie, art plastique. Des musicothérapeutes et danse-thérapeutes étaient invités parmi des formateurs en écoute rogérienne, au psychodrame morénien et d'autres dramathérapeutes venus des États-Unis, d'Angleterre. Les livres et les articles décrivaient des recherches croisant les arts, les sciences sociales, les approches existentielles. C'était un fourmillement de variétés. Des spécialistes venus d'ailleurs, Sue Jennings en Grande-Bretagne et Edward Hugg aux États-Unis,
contribuèrent aux réflexions rédigées dans le mémoire de fin d'études de Kathleen où elle put faire des liens entre les connaissances en neurosciences et la dramathérapie. Sa responsable de mémoire reconnaissait que ce thème n'était pas sa spécialité, et qu'il était nécessaire d'aller chercher ailleurs les ressources permettant de faire évoluer la recherche. Les compétences et les connaissances s'alliaient au-delà de l'école, pour concourir au développement de la pensée et des pratiques. Kathleen, à son retour en France en 2006, éprouva un fort sentiment de solitude car après ces années d'enthousiasme partagé, personne de son entourage ne connaissait la dramathérapie. Ce terme provoquait de l'inquiétude et du rejet. Elle choisit de mener son enquête pour trouver des pairs. Réseaux sociaux, réseaux européens, réseaux internationaux. Par des lectures de textes disponibles sur la toile Internet, elle rencontrait les praticiens et auteurs des textes en anglais, hors des frontières. C'est encore hors de la France qu'elle découvrit l'existence d'autres dramathérapeutes français. Elle se mit alors à chercher des professionnels qui utilisaient l'art dramatique dans des objectifs thérapeutiques en France, et tenta de les rassembler en un collectif de partage de réflexions et de pratiques. Il s'avéra que la plupart des autres professionnels contactés s'intéressèrent à cette démarche, car ils y retrouvaient une expérience et un besoin similaires. Les rencontres-formations s'organisèrent, un cyberespace de rencontres fut créé pour faciliter les échanges, ainsi qu'une page Facebook Association nationale francophone de dramathérapie fut pensée et conçue par Dimitra Stavrou, psychologue et dramathérapeute grec qui avait étudié en partie en France. Elle fut la seconde dramathérapeute invitée à transmettre ses pratiques lors d'une formation expérientielle dans les Pyrénées-Orientales en 2010. En 2012, l'Association nationale de dramathérapie, END, naquit sur le sol français, fortement soutenue par les convictions de Nisha Sajnani, dramathérapeute québécoise et figure de proue de l'Association américaine de dramathérapie. Ses membres ont depuis le départ des formations et parcours très divers mais partagent le même projet. Approfondir la connaissance de cette matière qu'est la dramathérapie par des échanges, faire bénéficier de ses effets au public, rencontrer d'autres professionnels qui ont recherché et développé des corpus de connaissances théoriques et pratiques spécifiques, travailler sur une éthique de la dramathérapie. Dès lors, chaque année, une formation expérientielle en dramathérapie invite un de ses experts pour que les professionnels continuent à expérimenter les effets de la dramathérapie. Depuis 2015, un second temps annuel de rencontres s'est organisé, à Paris, puis à Lyon, où les professionnels de la médiation dramatique à effet thérapeutique, social et ou éducatif participent à des ateliers et présentations afin de clarifier les particularités en termes d'objectifs et d'effets de ces approches malgré des outils communs. Une question d'identité. Il est fait le constat par ailleurs que la plupart de ces professionnels ont un parcours personnel de recherche identitaire. Origine culturelle mixte, place dans la famille, événements sociologiques marquants, ils partagent un vécu d'ostracisation, de solitude, que le choix de leur identité professionnelle renforce. Nous soulevons l'hypothèse que cela puisse être ce rapport à la marginalité, au transfrontalier, frontières de pays, de groupes, qui les a amenés d'autant plus à questionner leur identité en devenant dramathérapeutes, une profession qui ne rentre dans aucun cadre connu. Nous questionnons aussi pourquoi, alors que la dramathérapie a tant de mal à être nommée en France, ces professionnels aux origines multiples ont-ils été attirés par cette terre, lieu de différence et de débat ? Car, alors que la dramathérapie se développe allègrement dans plusieurs pays anglo-saxons et s'étend au travers de certains professionnels dans d'autres pays, d'Angleterre en Roumanie ou en Grèce, d'Israël en Suisse, des États-Unis vers l'Afrique du Sud, d'autres pays européens ne voient pas fleurir l'émergence de cette discipline, ou alors ils créent leur propre courant, Italie, Allemagne. Pourquoi en France, des professionnels qui ont un vécu d'étranger-étrangère se rassemblent autour de cette identité ? S'agit-il d'ailleurs de marginalité, ou bien de créativité ? Écrire dans la marge permet d'aller un peu de côté par rapport au corps du texte, mais ces traces peuvent aussi être effacées et considérées comme hors sujet. La créativité se définit entre autres comme la synthèse d'éléments provenant d'espaces divers, afin de créer quelque chose de nouveau. L'expérience s'est co-construite avec des sorties de territoire, hors des frontières, prenant de la distance pour regarder d'un autre point de vue les pratiques. Le DRAMATHERAPEUTE et ses origines métissées,
artistique, cognitive, sociale. L'artiste parfois mis à part, et en même temps au centre des regards, de la société permettrait de transformer ce que la société rejette. Les émotions inacceptables pourraient être entendues par la société. Le fou du roi est celui qui peut se permettre de dire tout haut ce que tout le monde pense car on considère qu'il n'est pas sérieux, donc pas dangereux. En même temps, il est le plus sûr conseiller du roi car ce dernier accepte de l'entendre puisqu'il ne le remet pas en question trop directement, Erasme 1731. De la même manière, le carnaval, Bertrand 2019, permet à la société de retourner les normes de pouvoir établies et pour chacun d'expérimenter d'autres rôles, de sortir pour un temps donné de sa posture rassurante mais figée. Ce sont parfois les sociétés qui ont organisé ces temps comme des SAS permettant l'expression des tensions, ou alors certaines communautés qui décidèrent d'exprimer leurs particularités au sein d'un groupe dominant. C'est dans cet espace liminal, terme de Van Gennep, 1987, qui se réfère à l'espace-temps où la personne est en train de participer au rituel et après cette phase il ne sera jamais comme avant, que le dramathérapeute comme l'artiste peut s'aventurer hors des sentiers connus et permettre au patient d'explorer avec lui son propre artiste interne afin de favoriser ses mouvements et transformations. Le dramathérapeute pour autant n'est pas acteur, ni metteur en scène, ni même psychologue, sociologue, anthropologue ou facilitateur. Il a cette inquiétante étrangeté, Freud 1985, d'avoir une identité propre et une identité multiple. N'est-ce pas là exactement dans cet espace incertain, indéfini, que le changement peut s'opérer, lorsque les appuis connus se transforment et permettent d'être autrement? Pour que le mouvement soit rendu possible, suffisamment de confiance dans les cadres psychiques et les pratiques des professionnels est nécessaire. En thérapie, les cadres psychiques du thérapeute permettent de contenir et organiser les pensées qui s'y projettent. L'appui de la psyché du thérapeute sur l'organisation en théorie permet à ce dernier d'être suffisamment structuré lui-même tout en gardant la souplesse des réponses intuitives, nourrit également des expériences pratiques et réflexives. Le défi pour des professionnels d'une pratique en action est de pouvoir traduire en mots les expériences. Les processus psychiques à l'œuvre sont d'ordre différent mais complémentaires. Le dramathérapeute s'appuie dans le moment thérapeutique essentiellement sur des processus intuitifs, spontanés, en lien avec ses émotions et ressentis, une vision holistique attribuée à la partie droite du cerveau droit. Il doit ensuite transcrire en pensée rationnelle, ordonnée, séquentielle plutôt attribuée à la partie gauche, Cosolino 2014. La référence à des écrits divers ainsi que l'effort de synthétiser ces différents corpus de pensée, et de les confronter à nos pratiques participe également à une démarche éthique. La question du bien, de ce qui peut soigner, est une question nécessaire et constante. Tel le fou du roi, le dramathérapeute est un chercheur de la vérité, de l'authenticité au-delà des masques sociaux et des constructions adaptatives de chacun. Il tente un rapprochement avec ce qu'il y a de plus nécessaire, ce qui donne du sens à la présence de chacun dans ce monde. Michel Serres, 2017, nous invite à l'exercice régulier de l'intelligence qui conduit à la lucidité comme meilleur remède contre le pessimisme. Cela non pas comme recherche de la vérité mais comme une alliance constante et actualisée des connaissances humaines, qui, réunies, se montre capable de grande créativité pour répondre à nos besoins. 2. Pourquoi écrire maintenant en France et en français, sur les pratiques en dramathérapie? Alors que depuis des décennies, des professionnels utilisent de nombreuses pratiques communes à la dramathérapie, masques, clowns, marionnettes. Quelques ouvrages décrivent ces travaux à la lumière des théories des arts ou de la psychologie, Stavrou 2010, Attigui 2012, Guenoun 2015 ou présentent les courants anglo-saxons, Klein 2015, Pitarch 2017, mais il n'y avait pas de corpus méthodologique intégrant ces divers courants théoriques et en présentant de nouveaux, pour mettre en lumière ces expériences cliniques. En 2015, suite à diverses rencontres entre professionnels intéressés par l'approfondissement de la compréhension de la dramathérapie et alors que les débats sur les pourtours de ce champ étaient actifs, il sembla faire sens pour le collectif gravitant autour de l'association de clarifier ce qu'était le domaine d'étude par la rédaction des expériences pratiques. Nous nous sommes donné pour mission et défi de préciser nos cadres de pensée, nos hypothèses, notre démarche de recherche, de faire des liens entre les théories sur lesquelles nous nous appuyons et les observations dans la clinique.
À la suite de Antonin Artaud qui exprime dans une feuille de la revue Bilboquet que « toutes les revues sont les esclaves d'une manière de penser et par le fait, elles méprisent la pensée. Nous paraîtrons quand nous aurons quelque chose à dire ». Artaud dans Grossman 2004. Nous avons entamé une démarche scientifique où nous nous efforçons d'observer lors des expériences cliniques les facteurs qui ont favorisé une situation ou pu influencer son changement. Nous sommes prêts à la remise en question, face à la fragilité et complexité de ces systèmes aux multiples variables. En psychothérapie, l'objectif est le changement vers une autre vision du monde, plus tenable, porteuse d'espoir, une augmentation des possibles de manière d'être, tout en favorisant un noyau stable et solide. Peut-être cette démarche elle-même est-elle dans la continuité de ce processus de précision identitaire, de clarification des frontières modelables dont nous avons besoin pour nous définir sans nous figer. L'écrit est un cadre qui favorise l'investigation, un aller-retour constant entre des propositions qui organisent et des questionnements qui déstructurent. Dans cette mise à l'écrit clinique, nous tentons aussi de manifester notre désir de déplacer un peu les bordures, de pouvoir regarder et penser autrement, pour évoluer encore dans notre démarche clinique mais aussi d'évolution personnelle. Notre projet d'écriture serait en somme une application du processus dramathérapeutique, de mise en narration de nos expériences afin de pouvoir préciser et présenter nos identités professionnelles. Dans la rencontre avec l'autre, le sujet précise sa particularité. En précisant à la fois nos spécificités et nos points communs, nous présentons notre vision de la dramathérapie comme une approche intégrative et unique à chaque rencontre. Écrire fait partie de l'éthique du thérapeute, dans le travail de formation, de supervision. L'écriture est le lieu d'exposition des vulnérabilités mais aussi des compétences. Elle précise nos cadres de pensée, nos hypothèses, fait des liens entre les théories et les observations personnelles, favorise l'analyse. Elle permet la réflexion comme reflet de ses propres pratiques. C'est un aller-retour subjectif mais aussi intersubjectif. Cet espace contenant, inscrivant pour un temps des choix théoriques, des engagements, permet la remise en question, les mouvements, les prises de risque de la pensée, de la rencontre avec les autres praticiens et théoriciens intéressés par des questions similaires. En ce sens, écrire participe au processus thérapeutique et socialisant de ceux qui ont le désir de s'engager dans cette démarche de recherche pour davantage d'humanisation. On peut reprendre la pensée de Brooke 2014 qui décrit cet effet sur l'existence, favorisé par la rencontre entre celui qui est vu, est lu et celui qui voit, qui lit tout comme l'acte théâtral naît lorsque quelqu'un traverse l'espace vide pendant que quelqu'un d'autre observe. Alors qu'il y a si peu d'écrits en France sur la dramathérapie, ou alors des ouvrages retraçant la combinaison des approches psychanalytiques avec les pratiques dramatiques, Pitarch 2016, on observe que cet ouvrage est un collectif d'auteurs aux origines variées. La possibilité de pouvoir influencer la méthode de dramathérapie, au niveau théorique et pratique, et de la faire évoluer grâce à la conjonction des approches multiples, alimente notre désir de cet écrit collectif. Qu'est-ce qui peut donner le désir d'écrire et transmettre ce qu'on a reçu ? Dans nos propres pratiques thérapeutiques, le recours à la lecture apparaît nécessaire lorsque la rencontre avec la psyché de l'autre est complexe. Quand nos propres vécus affectifs nous dépassent, que les mots peuvent venir à manquer pour clarifier le sens de nos pratiques, pour se nourrir d'autres récits, s'y ressourcer, Diderot 1751, les écrits nous rassurent du bien fondé des médiations et guident nos pratiques. C'est le lieu où l'on peut vérifier la transformation de la violence vers la beauté, du mouvement de rejet vers l'acceptation. Tout comme la création artistique, l'écriture peut transcender les limites de l'existence individuelle, Nietzsche 1889. Ainsi le besoin de créer des liens a pu amener les professionnels à ce choix de discipline, le mouvement créatif au désir de transmettre, de convier dans cette expérience réconfortante. Au-delà de notre rencontre sur l'espace cybernétique, nous, Sophie Pluin, Dimitra Stavrou et Kathleen Olivier, nous sommes rencontrés à Athènes afin de réfléchir sur le sens de ce projet et comment introduire cet ouvrage. Il nous est apparu que le décentrage permettait d'avoir une distance favorisant la perception des dynamiques en jeu. Par ailleurs, ces rencontres ont eu lieu en temps de crise, alors que les Athéniens doivent trouver des solutions pour vivre au quotidien tout en défendant leurs valeurs et leur intégrité. Qu'en est-il du parallèle entre cette situation sociale et les vécus de lutte partagés par de nombreux dramathérapeutes ?
Une autre hypothèse que nous explorons est notre recours inconscient à des archétypes mythologiques reconnus par tous, une histoire commune, qui répond de manière métaphorique à nos questions sans réponse. Comment par nos actes, nous venons rejouer la traversée du héros face aux obstacles vers sa quête? Pourquoi avons-nous décidé de proposer le projet à nos confrères? Toutes trois psychologues et pratiquant la thérapie par la médiation théâtrale, nous nous sommes positionnés dans ce projet comme secrétaires scientifiques. Dimitra Stavrou est formée à l'école de dramathérapie à l'Institut Éon d'Athènes, à l'ethnographie à l'Université de Ioannina et sur l'art de la performance à l'Université d'Athènes. Kathleen Olivier a un master de dramathérapie de l'Université Concordia de Montréal et Sophie Pluin utilise des médiations par l'art dramatique et se forme à la question de l'inconscient et des processus de groupe avec le GAIRPSA, groupe d'analyse en institution et de recherche en psychanalyse appliquée. Notre intérêt commun pour les pratiques et théories cliniques de la dramathérapie, ainsi que la relation interpersonnelle de confiance que nous avons liée, nous permet de confronter nos idées sans vivre de sentiments d'emprise ou d'anéantissement de la pensée. Nous partageons, chacune dans un espace professionnel différent, des visions optimistes malgré la confrontation avec des systèmes et mouvements interpersonnels parfois complexes. Nous sommes reliés par notre engagement de thérapeute citoyenne et notre conviction d'avoir un rôle à jouer dans la société. Nous croyons en l'effet du changement du sujet dans l'espace intime thérapeutique jusque vers l'espace social. Lors des rencontres de constitution de notre corps professionnel, nous avons pu développer notre relation avec différents praticiens qui partageaient cet engagement professionnel et ce désir de rencontre avec l'autre, qu'il soit patient ou professionnel. Le souhait de confrontation créative de nos cadres de pensée était également le leur. Ces praticiens nous rapportaient également leurs difficultés à se sentir entendus dans leurs particularités de pratique et cadre théorique, ceci exacerbé par l'humilité de ces professionnels qui travaillent majoritairement dans la rencontre avec les patients. Faire entendre sa propre voix, traduire ses pratiques et intuitions cliniques et les intégrer avec la théorie est un processus qui n'est pas toujours utilisé après la formation pour soutenir sa fonction professionnelle. Du fait de nos titres professionnels de psychologues davantage inscrits dans la société, nous nous sommes sentis avoir la responsabilité d'écrire. Notre crainte d'être entendus par les autres scientifiques était peut-être amoindrie, et notre accès aux espaces institutionnels facilité. Notre proposition a été de jouer le rôle de médiation entre les divers praticiens et la communauté des lecteurs intéressés. Nous avons effectué ce travail d'allers et retours entre les pensées et écrits personnels, vers notre collectif à trois têtes où nous avons confronté nos propres modes de pensée et nos différentes manières de réagir aux écrits. Nous avons renvoyé nos questionnements, réactions, associations d'idées vers les auteurs, parfois un binôme, afin de permettre une rencontre avec des espaces tiers de pensée. Nous avons été témoins de l'interaction entre la dynamique du travail dramathérapeutique et les espaces institutionnels d'où le professionnel écrivait. Les vécus d'isolement, de rejet, avaient parfois un impact sur l'écriture. Nous avons proposé des hypothèses sur les effets secondaires de ces réflexions cliniques sur l'équipe et l'institution, à mesure du travail de rédaction. Nous avons été témoins des dialogues qui s'ouvraient à mesure ou des craintes d'être incompris, de ne pas savoir transmettre. Nous avons été traversés par la nécessité d'accepter l'incertitude inhérente et nécessaire à notre travail. Nous en ressortons avec un sentiment de gratitude pour cette confiance donnée et l'expérience d'un collectif aux ressources multiples. Nous nous sommes confrontés à la traduction de l'expérience vécue vers les mots écrits. Comment trouver le langage intermédiaire entre celui du corps et celui de la compréhension intellectuelle? Comment les professionnels émanant de divers courants de pensée peuvent trouver un vocable intelligible pour faire ressortir les spécificités et les points communs? De la même manière que les différentes approches psychologiques s'adaptent au mode d'être au monde, affectif, intellectuel, corporel, social, croyance, c'est un effort créatif et intégratif de permettre la transmission d'une telle variété de connaissances et de pratiques. 3. Histoire. Cet ouvrage collectif s'inscrit dans les débuts des écrits sur la dramathérapie nommés tels qu'en France, et il s'inscrit dans un courant de pensée et de pratiques multiples bien plus anciennes. Sally Bailey, 2006,
nous a partagé un travail de recherche sur l'histoire de la dramathérapie et l'entreprise humaine de donner forme et sens aux questions, aux angoisses, aux découvertes. Entre -45 000 et -35 000 avant JC seraient apparues les premières traces concernant les religions et l'art, pour exprimer de manière symbolique les idées abstraites. Cela peut sembler davantage un rapport à l'art-thérapie, plastique, mais la représentation dessinée des images mentales et du lien entre les humains et la nature, les éléments, est aussi un rapport aux rituels traditionnels, danse, chant, mise en scène d'actes symboliques, qui sont un fondement de la dramathérapie. Comment les moyens esthétiques et de transformation des vécus bruts ont permis de faire face à l'inconcevable, forgeant la pensée rationnelle tout en laissant un espace pour la part de non palpable, de magique, d'incontrôlable et d'intuitif qui est aussi le propre de la vie. En 300 avant Jésus-Christ, Aristote fait référence à la possibilité pour les humains d'exprimer leurs émotions et y donner corps dans un espace partagé dans ce qu'il nommera la catharsis. Sous ce terme, Aristote envisageait la fonction thérapeutique de la tragédie grecque. Le spectateur, en s'identifiant au héros de la tragédie, vit un sentiment de soulagement quand la résolution arrive. Soranus à Rome, au second siècle après Jésus-Christ, fait un lien direct entre l'usage de lecture, de discussion et de pièces de théâtre et le traitement des personnes que l'on nommerait aujourd'hui dépressives. Au Ve siècle, est évoqué le traitement moral avec cette notion d'intégration dans un système social qui organise et permet des règles communes. La souffrance psychique pourrait être traitée en partie par l'inclusion dans le collectif. Cependant, les soubassements psychologiques de ces effets ne sont pas encore bien compris ni analysés. On constate les bienfaits des activités occupationnelles et artistiques sur le vécu psycho-affectif des personnes, la question de l'action, de l'engagement social apparaît ainsi que les prémices de la mise en forme esthétique comme moyen de communiquer ces vécus internes. En 1790, Philippe Pinel, en France, fonde la psychiatrie Enlightened, où il tente de mettre en place un procès psychodramatique afin de soigner un patient halluciné qui allait être exécuté. Portée 2002, page 105. Cela peut être conçu comme les premiers essais de rendre intelligible la folie et le monde obscur, qui amènent aux actes insensés par les autres personnes de la société. L'espace dramatique pourrait être le lieu de rencontre entre les psychés, et abaisser le sentiment d'incompréhension qui amène à vouloir faire disparaître ces personnes qui effraient. Les contextes de traumatisme, les guerres, les déplacements créent des vécus douloureux mais amènent à la cohésion sociale, proposent des réponses thérapeutiques et poussent à théoriser. Ainsi dès 1889, l'arrivée d'immigrants à Chicago et l'ouverture de Ellis Island en 1892 marquent la mise en place d'un dispositif d'accueil des immigrés qui poussera des professionnels à créer des jeux et improvisations pour les enfants. Cela fonde la thérapie récréationnelle et éducationnelle dont s'inspirera Viola Spolin, 1999. L'Amérique est constituée d'une population très métissée, issue des rencontres où les peuples se sont opprimés entre eux. Pour cette raison peut-être, les thérapies apparues par la suite convoquaient un soin psychique intégrant les mémoires somatiques mais aussi le spirituel comme réponse aux besoins des descendants porteurs de ces traumatismes de se soigner profondément. Schaffer, 2012. De la même manière, les conséquences de la Première Guerre mondiale et l'observation de troubles liés à des conflits conscients et inconscients ont favorisé la proposition de moyens artistiques, comme la comédie, les marionnettes afin que les vétérans puissent exprimer leur monde interne et retrouver davantage de flexibilité dans leurs réactions. Stephen F. Austin décrit la dramathérapie comme l'art ou la science de soigner l'âme par l'usage du drama, ou des présentations dramatiques, 1917, XX. Pendant le Second conflit mondial, Jacob Moreno, viennois d'origine, théorise le sociodrame à partir de son travail auprès de réfugiés sur la dynamique de groupe, en les regroupant par centre d'affinité et intérêt, ce qui les aide à dépasser leur détresse affective. Le théâtre spontané est créé en 1920. De là, découle un approfondissement de ses applications dans une méthode où la mise en scène est utilisée comme moyen de traiter des événements traumatiques pour l'individu, en permettant de rejouer son propre rôle mais aussi d'inverser avec les autres personnes de la situation, de prendre du recul d'avec la situation réelle grâce à des moyens dramatiques. L'histoire et les conflits entre peuples poussent Moreno à déménager vers les États-Unis, ce qui contribue au développement de notre domaine d'étude.
Dans le journal de psychodrame et psychothérapie de groupe, 1945, Lewis Barbato nomme la dramathérapie et évoque la mise en scène de pièces écrites comme thérapie. Le psychodrame et ses écrits théoriques sont revenus dans les espaces cliniques européens, au travers notamment du biais de la psychanalyse, avec un carrefour de rencontres en Argentine. Aujourd'hui, on retrouve la trace de cheminement personnel dans les divers courants théoriques, autour du psychodrame avec une place particulière du psychodrame psychanalytique dans les institutions psychiatriques, malgré la présence d'autres écoles de pensée sur le territoire, psychodrame morénien, psychodrame psychanalytique de groupe, psychodrame existentiel. L'origine du psychodrame comme source dans les travaux des dramathérapeutes est généralement reconnue du fait de l'ampleur des recherches et applications, Schutzenberger, 2008. La question du jeu comme moteur thérapeutique allie également la psychanalyse à ce mouvement de théorisation avec les travaux de Eleanor Irwin, 1972. Plusieurs professionnels qui utilisaient le théâtre en éducation ont témoigné des effets thérapeutiques allant jusqu'à nommer leur usage comme choix de traitement intentionnel. En Grande-Bretagne, Sue Jennings et Peter Slade qui viennent du monde de l'éducation théorisent sur les effets thérapeutiques du théâtre, qui aident les enfants à développer leurs compétences émotionnelles, leur contrôle physique, leur capacité d'observation. Le livre Dramathérapie comme soutien à devenir une personne sort en 1959. Dramathérapie est écrit en un seul mot, ce que l'on peut entendre comme un souhait d'unir les deux espaces d'action et de pensée. En Russie, Stanislavski théorise sur le potentiel du théâtre à connecter corps et esprit et le nomme un art psychologique. Evreinov nomme la zoothérapie, et Ilgin le théâtre thérapeutique. C'est encore une autre migrante, Gertrude Schattner, actrice viennoise immigrée aux États-Unis, qui vient nommer ses pratiques dramathérapie en 1981. Ce second livre amène encore différents praticiens et théoriciens à se rassembler pour l'écriture, ce qui donnera naissance à l'Association américaine de dramathérapie dont les objectifs sont la formation et l'éducation des professionnels à cette méthode. L'écriture en deux mots marque peut-être la possibilité de concilier des corpus de théories différents dans une même pratique, avec une tolérance accrue pour l'autonomie de ces concepts et la possibilité de les articuler au cœur des usages thérapeutiques. Est-ce que la crainte du conflit laissée comme trace des nombreuses guerres avait eu pour conséquence une sorte d'obligation à rassembler en un seul corps ? Tout comme les corpus méthodologiques rassemblent, étant donné leur utilité thérapeutique, la capacité à allier des pôles opposés semble fasciner tout autant que créer des craintes, car elle rappelle la recherche de l'impossible unité. Cet aller-retour constant entre alliance qui rassure au risque d'enfermer, et subjectivité qui affirme au risque de la solitude, ne serait-il pas au centre de nos débats d'école et de pensée ? En France, l'apparition du terme dramathérapie semble avoir fait jour au sein de l'INECAT vers 2008. Pour la petite histoire, notons que son fondateur, Jean-Pierre Klein, s'est lié d'amitié avec le dramathérapeute américain Armand Volkas. Leurs rencontres ont notamment donné lieu au théâtre de la réminiscence, inspiré du théâtre playback, lui-même issu de la conjonction du psychodrame, du rituel dramatique et de la psychologie. Le master art-thérapie avec une spécialité dramathérapie, aux côtés des spécialités arts plastiques, musicothérapie et danse-thérapie, a été créé en 2011 à l'université Paris 5 René Descartes située initialement à l'UFR STAPS pour la danse et en partenariat avec le département des études théâtrales de Paris pour le théâtre. Il sera par la suite renommé Master de création artistique avec spécialité art-thérapie. Il est hébergé aujourd'hui au sein de l'UFR de psychologie. Les enseignements sont répartis entre des stages, des cours en commun, des ateliers expérientiels par spécialité et une formation à la recherche. On peut observer les étapes difficiles d'intégration de ce corpus identitaire parmi les études universitaires. Comment positionner une science qui rassemble les arts, le corps, les sciences sociales et neurosciences. On note également le peu de doctorats aboutis en dramathérapie à ce jour, avec comme représentantes de ces parcours des personnes venues d'autres pays, Denti 2017. Est-ce que la force identitaire serait favorisée par une posture d'entre deux nations, deux cultures qui favoriseraient cette affiliation à un corps de métier que le dramathérapeute crée tout en se précisant lui-même ? À ce jour des modules dans diverses formations, INECAT, maths,
IRFAT, AFRATAPEM, INFIP, CHEM permettent de donner un espace aux étudiants pour qui les pratiques et la reconnaissance dans la médiation art dramatique concourent avec leurs compétences à user cette sensibilité artistique dans leur posture thérapeutique. En comparaison avec une formation pure en dramathérapie, la dramathérapie continue cependant en France à être perçue comme une filiale de l'art-thérapie avec son expression par les arts plastiques, qui semble avoir une histoire de reconnaissance sociale et politique plus ancrée dans notre pays. Nous avons questionné la propension à faire exister la dramathérapie comme méthode à part entière dans des pays où l'art dramatique a préexisté noblement. En Suisse, une école de formation intégrant des formateurs issus des pionniers de Grande-Bretagne et d'Israël permet la collaboration de l'Institut de dramathérapie suisse, créé en 2000 Brigitte Espéry-Weilbach, avec la Haute École de sciences humaines de Saint-Gall. Ce certificat en études avancées en méthode figurative, issu de la dramathérapie, a été reconnu dans le Master de Psychosocial Counseling. 4. Autant de praticiens, autant de cliniques, autant d'auteurs. Ce processus d'écriture collective, rassemblant des collègues d'horizons divers tant par leur pays et culture d'origine mais aussi leur parcours professionnel et de formation, nous est paru comme la continuité nécessaire et cohérente à notre recherche sur le corps méthodologique de la dramathérapie. Certains ne se définissent pas forcément dramathérapeutes mais tous utilisent la médiation par l'art dramatique, avec des pratiques multiples et singulières. Notre proposition aux auteurs a été de retracer leurs expériences cliniques auprès de populations spécifiques, au sein de leur contexte particulier, et comment ils ont fait usage de la dramathérapie pour répondre aux besoins des situations. Malgré les variables, certains aspects généraux rassemblent nos pratiques. La dramathérapie est notamment une méthode d'action, son étymologie nous le rappelle, avec l'origine grecque du terme drama, renvoyant à l'acte. Drama draodro égale agir. L'implication corporelle se fait à divers degrés, par le geste dans le dessin ou la création plastique de figures, par l'effort artisanal de création dans la marionnette ou le masque, le costume, de manière plus ou moins engagée dans les mises en corps, sculpture fluide, d'un rôle avec des mouvements limités jusqu'au corps à corps en improvisation, article de Sekavikia. Le choix des médiations dépend de l'aisance pour le dramathérapeute, mais surtout du besoin évalué pour les participants qui intuitivement montrent leur préférence à s'engager avec une médiation à chaque moment de leur développement. Article de S. Nieto et K. Olivier. La dramathérapie peut se pratiquer de manière individuelle et ou groupale, parfois passant d'une pratique vers l'autre ou alternant les deux. Le sujet peut être amené dans le collectif à agir des rôles qui constituent la société humaine. Le travail de dramathérapie permet une prise de conscience de ses enjeux et de sa place, article de Destavro. Il expérimente alors de nouvelles dynamiques relationnelles au sein du groupe qu'il peut ensuite déplacer dans le monde extérieur. Dans tous les cas, c'est la possibilité d'envisager des rôles et places variées dans le groupe qui augmente la flexibilité dans le monde interne psychique et social, article de S. L'implication du dramathérapeute dans l'espace de jeu thérapeutique dépend de son approche. Il peut être plus ou moins directif de la scène jouée par les participants. Il peut jouer lui-même des rôles qui lui sont attribués ou devenir thérapeute en jeu, article de M. Louis et V. Descroix. La notion d'esthétique est comprise comme un facteur thérapeutique en tant que tel en dramathérapie. Le terme de distance esthétique souligne l'importance de la distance suffisante d'avec la situation réelle afin de ne pas replonger la personne dans des phénomènes psycho-affectifs débordants qui amènent à des défenses et compliquent le changement. Article de T. Brown. Une proximité par ressemblance suffisante d'avec la situation vécue est cependant nécessaire afin que la personne puisse faire le lien, de manière consciente ou non, avec son histoire de vie et que les transformations ayant lieu dans l'espace fictif puissent être transférées dans le quotidien. Article de Bello. Par ailleurs, la notion de scène et d'espace dramatique implique des changements de positionnement des participants tour à tour acteurs, metteurs en scène, spectateurs ou témoins, article de C. Appella. Ils ont la possibilité d'agir directement sur l'action, mais aussi de rester dans une posture suffisamment sécurisante afin de les mobiliser tout en prenant soin de ne pas trop déstabiliser. La création théâtralisée à partir d'événements de vie réelle
est un processus où le dramathérapeute articule les éléments de la réalité et leur transposition par des moyens dramatiques. La dramathérapie est alors entendue comme un aller et retour délicat et précis entre des phases très stimulantes et des moments d'intégration. Article de K. Olivier. Certains dramathérapeutes associent un temps de verbalisation et prise de conscience dans les phases de travail thérapeutique. Article de G. Kondo et C. Baldaquin. D'autres considèrent l'assimilation du changement à des niveaux de conscience non verbale. M. Louis. Enfin, la dramathérapie, comme l'art du théâtre, réside dans une thérapie du moment présent. C'est cette possibilité donnée aux personnes présentes de faire exister de manière partagée pour un instant une vérité commune, de faire émerger un sens qui organise, rassure, structure, donne de l'espoir face au chaos avec lequel les participants ont pu se trouver. Joël Pomera 2009. Bibliographie. Attigui P. 2012. Jeu, transfert et psychose. De l'illusion théâtrale à l'espace thérapeutique. Duno. Austin, SF 1917. Principles of Drama Therapy. Bailey, S. 2006. Ancient and Modern Roots of Drama Therapy. Origine ancienne et récente de la dramathérapie. Dans S.L. Brooke et Creative Art Therapy Manual. A Guide to the History Theoretical Approaches Assessment and Work with Special Population of Art, Play, Dance, Music, Drama and Poetry Therapy, pp. 214 à 222. Springfield, Hill, Charles et Thomas Publisher. Bertrand G. 2019. Histoire, aux origines du carnaval. Dans National Geographic, consultez le 19-10-2019 sur http://www.nationalgeographic.fr/histoire-histoire-histoire-au-origine-du-carnaval. Brooke P. 2014. L'espace vide. Écrit sur le théâtre. Paris.essai. Cosolino, L. 2014. The Neuroscience of Human Relationships, Attachment and the Developing Social Brain. Les neurosciences des relations humaines, attachement et le cerveau social en développement. New York, W. Norton et Company Inc. Denti, E. 2017. Habitudes et addiction à Internet chez les adolescents italiens. Impact sur la fonction visuelle d'un protocole de dramathérapie. Thèse de doctorat en sciences du mouvement humain. Paris-Sorbonne. Diderot D. d'Alembert J.B. 1759. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Consultez le 39-19 sur https://wiki-source.org/wiki/encyclope% C3% à 9 10,ou-dictionnaire-raisonne% C3% à 9 -d-science-des-arts-et-m% C3% à 9 tiers. Emuna, R. 2015. Self-Revelatory Performance, A Form of Drama Therapy and Theatre. Représentation auto-révélatrice, une forme de dramathérapie et de théâtre. Dramathérapie Review 1, 71 à 85. Erasme 1936. Éloge de la folie, traduit par Pierre de Noillac, Paris Garnier. Grossman 2004. Antonin Artaud, Paris Gallimard, œuvre. Freud S. 1985. L'inquiétante étrangeté et autres essais. Traduit par Fernand Gambon, Paris Gallimard, folio essai numéro 93. Guenoun T. 2015. La médiation thérapeutique par le théâtre avec les adolescents. Analyse du dispositif clinique et de sa thérapeutique. Sorbonne Paris Cité. Thèse sous la direction de Richard F. Freud S. 1985. L'inquiétante étrangeté et autres essais. Trad. Gambon F. Paris Gallimard, folio essai numéro 93. Klein J.P. 2015. Théâtre et dramathérapie. Que sais-je? Numéro 4029. Irwin, E.C. 1973, réalisateur. Playing, Pretending, Spontaneous Drama with Children, jouer, prétendre le drama spontané avec les enfants, film. City of Pittsburgh. Moreno J. L. 1954. Les fondements de la sociométrie, Paris, PUF. Nietzsche, F. 1889 à 1988.
Crépuscule des idoles, traduit par Jean-Claude Emery, Paris, Folio. Pittarque S. 2016. Dramathérapie The French Way, Dramathérapie la manière française. Journal of Dramatherapy, volume 37, issue 23. Pittarque S. Segre F. Caminos, O. Clesdes K. 2017. La dramathérapie. Le Coureux, Esperluette Lubart et ed. Les arts-thérapies. Armand Collin pp 162 à 213. Pomera J 2009. Trouble. Paris, Actes Sud, Théâtre. Schaffer C 2012. Les 13 grands-mères indigènes conseillent le monde. Des grands-mères offrent leur vision pour notre planète. Traduction Clémenceau S. Brochet. Schutzenberger, A.A. 2008. Le psychodrame. Théorie et pratique. Paris, Petite Bibliothèque Payot. Serre, Monsieur 2017. L'espèce humaine est constituée de braves gens. Interview. Le Temps 30 décembre 2019. Spoline, V 1999. Improvisation for the Theater. A Handbook of Teaching and Directing Technique, improvisation pour le théâtre. Un manuel de technique d'enseignement et de mise en scène. Evanston, Illinois, Northwestern University Press. Stavroux dès 2010. La méthode de dramathérapie. En ligne sur le site de l'Association nationale de dramathérapie. https://dramatherapiefrance.wixsite.com/association nationale /sommaire-des-articles-en-ligne. Van Gennep, A 1909-1987. Les rites de passage Paris Picard. Résumé des articles. Sophie Pluin, dans son article Destination inconnue, raconte comment, au sein d'un service de psychiatrie avec des adolescents, le couloir, espace liminal entre le dehors et le dedans, entre soi et l'autre, entre le faire semblant et le réel, devient une vraie métaphore de la méthode de la dramathérapie. Cet espace facilite la création de liens tout en mouvement, apporte des élans de vie face aux pulsions de mort, et par les interstices de jeu tente de transformer la souffrance psychique en histoire d'humanité. L'article de Kathleen Olivier, Théâtre playback en centre médico-psychologique pour enfants, décrit comment cette approche permet une nouvelle narration des histoires traumatisantes vécues par de jeunes adolescents. La forme et les rituels de cette médiation dramatique favorisent une construction cohérente et plus sécurisante des représentations du monde grâce aux mises en scène proposées par les autres participants. Chacun y développe également ses compétences à être en lien avec l'autre et avec lui-même. L'article coécrit par Kathleen Olivier et Stéphanie Nieto, Faire émerger l'individu, miroir divergent décrit comment des jeux dramathérapeutiques chez des enfants avec des troubles importants du développement et de la relation sont une possibilité de repasser par des phases du développement. Les vignettes décrivent la proposition de processus dramatiques imitant et reprenant les interactions précoces qui permettent de passer de réactions immédiates, pulsionnelles et souvent autocentrées, à des représentations mentales plus abstraites et dans une communication partagée. L'article de Dimitra Stavroux, La dramathérapie psychanalytique, l'exemple d'un groupe de chômeurs en Grèce, nous fait découvrir les effets symboliques et thérapeutiques du don d'objets choisi par chaque personne pour le groupe à la place d'un paiement dans un cabinet en libéral. Cet acte est décrit comme une métaphore du processus favorisant la motivation et la réaffirmation de soi chez un groupe de chômeurs en Grèce. Dans l'article, Un univers d'expression et de construction personnelle, Georges Condo et Christine Baldaquin décrivent comment ils ont créé le concept du coryphée interne dans un groupe de dramathérapie avec des jeunes gens sourds au handicap associé. Par le processus de transformation d'une narration brute grâce à la mise en jeu groupale et le passage par le filtre du théâtre psychique des thérapeutes, les émotions s'expriment et deviennent la voix de figures archétypales et humanisantes. Tamar Brown, Dans Jeu et réalité dans la psychose infantile, comment l'approche psychanalytique de la dramathérapie peut entr'ouvrir la porte au monde du faire semblant, raconte comment le jeu et la dramathérapie avec notamment l'expérimentation de l'espace dramatique comme espace de liberté permet de jouer avec la réalité grâce à la protection de la fiction. Les rôles et le faire semblant permettent d'offrir un contenant plus stable chez les enfants psychotiques, afin de pouvoir moduler leur angoisse et affect dépressif. Dans l'article de Barbara Lowe, Le conte de naissance,
travaille autour de la narration biographique thérapeutique et de l'écriture dans un atelier parents-enfants, la dramathérapeute raconte comment elle utilise ses propres compétences créatives et esthétiques, afin de recueillir puis de transformer par une forme contée et métaphorique, l'histoire de l'arrivée d'un enfant dans des dyades mère-enfant dont le père est inconnu. Ce texte explore comment la médiation créative contribue à tisser l'identité de l'enfant dans l'histoire familiale. L'article de Valérie Descroix, Pratiquer la dramathérapie avec des personnes autistes, un apprivoisement de corps à cœur pour s'ouvrir au jeu de la vie, décrit la manière dont la dramathérapeute utilise son propre corps, ses ressentis et ses affects, dans des jeux avec l'enfant autiste pour l'accompagner dans le développement de sa représentation de l'autre et de lui-même. Elle aborde comment le travail consiste à accompagner l'enfant dans son monde chaotique, le tolérer pour faire peu à peu émerger du sens et aussi une possibilité d'être en relation. Pour Marie-Émilie Louis, dans Jouer avec le secret. Un groupe exploratoire en DVT avec des femmes ayant vécu l'inceste, l'utilisation du jeu d'improvisation spontanée où la dramathérapeute se fait objet de jeu, approche des transformations développementales, permet à des femmes victimes d'abus sexuels de modifier leur rôle et réponse en relation aux situations. Approcher les thèmes traumatiques par le biais de la fiction et du jeu leur permet d'être en action dans un espace sécurisant et de reprendre du pouvoir et de la confiance dans leur vie. Dans l'article Le voyage du héros, dramathérapie auprès d'enfants abandonnés adoptés, Claudia Cavicchia, avec l'usage du mythe du héros dans le soin psychique d'enfants adoptés, permet à ces derniers de participer à la co-création de leur histoire de vie, mais aussi à l'acceptation des diverses facettes qui constituent leur personnalité. De manière indirecte, par la médiation de figures fictives, la régression et l'expression d'émotions latentes est rendue possible, et par là leur acceptation et leur intégration dans un soi constitué d'une pérégrination complexe. Christine Appella, avec réflexion autour du concept de l'espace potentiel dans la pratique de dramathérapie, nous décrit par des apports théoriques mais aussi des vignettes cliniques comment le dramathérapeute accompagne le patient, adulte psychotique, à expérimenter d'autres rôles, d'autres manières d'être vu et de se voir, d'autres manières d'être. Ce processus est fortement soutenu par la présence souple mais solide de la dramathérapeute, qui devient parfois partie de cet objet transitionnel, afin de permettre à la personne de se confronter avec elle aux angoisses de la rencontre avec le nouveau, et ainsi à une ouverture potentielle au reste du monde. Nous avons laissé la liberté aux auteurs dans le choix des sujets, le mode d'écriture et avons tenté d'harmoniser les articles par un fil collectif. Cependant, la finalisation de chaque chapitre revient à son auteur que vous pourrez contacter au besoin. Destination inconnue ou dramathérapie dans les couloirs de l'hôpital. Sophie Pluin. Au fur et à mesure que nous avancions dans nos entretiens, je me suis aperçue que j'avais mené une vie de passeur de plus d'une façon. Après avoir traversé moi-même les frontières, j'essayais d'en faciliter le passage à d'autres. Frontières d'abord entre pays, langues, cultures, ensuite entre domaines d'études dans le champ des sciences humaines. Mais frontières aussi entre le banal et l'essentiel, le quotidien et le sublime, la vie matérielle et la vie de l'esprit. Todorov, 2002, page 382. Introduction. Je suis psychologue clinicienne. J'interviens depuis plus de 5 ans dans un centre hospitalier spécialisé, dans un service médico-psychologique pour adolescents âgés de 11 à 16 ans. Je traverse différentes unités allant de l'ambulatoire à l'hospitalisation en temps plein, en passant par un hôpital de jour et un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Mes missions sont larges. Je me centrerai ici sur ma pratique dans les couloirs qui occupent l'essentiel de mon temps mais qui n'est pas valorisé administrativement et pourtant participe pleinement au processus thérapeutique et répond à la question « Pourquoi ça marche ?» C'est une pratique qui demande une souplesse d'adaptation en raison de la diversité des jeunes accueillis, des professionnels, turnover, arrêt maladie, changement dans le service, du fait d'un service en transformation, déménagement, élargissement de sa capacité d'accueil, restriction des moyens. Une pratique qui nécessite une certaine créativité, d'où mon intérêt pour la pratique du théâtre et principalement du théâtre playback et tout autre art qui s'y rattache, conte, marionnette, clown, art plastique, mon appartenance à la psychanalyse en référence à l'ouvrage de K.S. 2015 et au groupe d'analyse en institution et de recherche en psychanalyse appliquée, GAIRPSA.
C'est en rejoignant l'Association nationale de dramathérapie en 2012, supervisée par 2 dramathérapeutes et participant à différentes formations organisées par l'association, que la dramathérapie prit sens pour moi dans ce qu'elle permet de déployer sur la scène. En effet, la dramathérapie à orientation psychanalytique me permet de mettre en figuration des conflits psychiques internes des patients accueillis en résonance avec ceux des différents professionnels de l'institution et ceux du thérapeute, relations contre-transférentielles et intertransférentielles, de rendre visible l'invisible, de présentifier l'innommable, l'irreprésentable, l'inconscient groupal, dimension transpsychique. La prise en compte du corps, mon corps, le corps groupal et des rôles, du sujet, du groupe interne, m'a permis de prendre plus d'assurance dans ce que je pouvais mettre en place dans ma pratique au quotidien, et une meilleure écoute de mes résonances internes tant du côté de la pensée que des souvenirs, des images, des émotions et des sensations corporelles. En cela, je ressentis assez rapidement les effets tant sur les patients que sur les professionnels. En parallèle, mon analyse et mes temps de supervision participent au processus psychothérapeutique envers les patients, à la mise en sens et en lien. Ainsi, mon corps, ma sensibilité, mes émotions deviennent médiums malléables, en référence à la définition de Brun 2007, concept emprunté à Roussillon, 1991 pp 143-146, et servent au groupe comme un outil de travail et de relance de la pensée. Aussi, pour me prêter à l'autre, au groupe, dans la scène du quotidien afin de le réanimer psychiquement, je m'appuie sur le référentiel théorique de la psychanalyse. Je prends donc en compte l'inconscient au sens freudien, Freud 1920-1923. Je tenterai, par le partage du récit de mes rencontres avec les jeunes dans les couloirs et par l'analyse contre-transférentielle et intertransférentielle, analyse dans l'après-coup sur des temps de réflexion clinique tels les temps de reprise, d'intervision, réunion clinique avec les collègues, supervision, analyse, illustrer comment la dramathérapie à orientation psychanalytique permet une mise en figuration des conflits psychiques sans attaque du lien, pouvoir mettre en scène entre les différents acteurs sans que le conflit ne soit pris comme une attaque directe, mais accueilli, nommé et transformé, et ainsi permettre un assouplissement des défenses des jeunes accueillis. Je m'appuierai sur la prise en compte des 3 dimensions de la réalité psychique qu'évoque KS 2015, la dimension intrapsychique, interpsychique et transpsychique. Sur le postulat suivant, lorsque nous passons la barrière de l'hôpital, nous entrons dans un espace dramatique où les protagonistes vont endosser des rôles qui peuvent changer en fonction de l'espace où chacun des membres, patients et professionnels, se trouve, du contexte, comme une scène de théâtre. Sur l'hypothèse 1, ce qui se joue ici entre collègues a à voir avec la population accueillie et nos résonances personnelles, notre histoire à chacun. Sur l'hypothèse 2, en me prêtant au transfert par le jeu théâtral dans les couloirs, à la fois connecté à mon insight, à mes éprouvés, mes sens, j'occupe une fonction d'intermédiaire. Je participe à la métabolisation, la mise en figuration soit la mise en travail du préconscient des patients en lien avec les accueillants et participe au processus psychothérapeutique. La matière psychique inconsciente vient s'exprimer à travers la mise en figuration par le corps, les lapsus, les actes manqués, se rend visible au niveau préconscient et se travaille par la métaphore, la métabolisation, la mise en jeu dans cette ère métapsychique qu'est le couloir. Ainsi, chacun de nous, entrons dans une ère où vont s'entremêler, s'emboîter les différents espaces psychiques non seulement des jeunes accueillis mais aussi des professionnels inscrits dans un espace psychique institutionnel. La dramathérapie à orientation psychanalytique, dans les couloirs, créerait un espace métapsychique tel le rêve permettant la transitionnalité, la transversalité, le passage, séparation-retrouvailles et l'articulation des enveloppes psychiques, Anzieux 1987, des sujets, celle du patient, celle des patients, celle des professionnels, celle des patients professionnels. Les sujets humains vont à des groupes de la même façon que dans leur sommeil, ils entrent en rêve. Du point de vue de la dynamique psychique, le groupe, c'est un rêve. Voilà ma thèse. Anzieux, 1965-1975, page 146. Les enveloppes psychiques trouées, béantes ou trop rigides, figées mais également celles plus assouplies des professionnels et des jeunes patients allant mieux, se rencontrent, se réparent, se consolident le temps d'une rencontre, avant-après un soin, dans un espace intermédiaire entre dehors et dedans.
La dramathérapie à orientation psychanalytique, dans les couloirs, dans ce qu'elle permet de déployer en utilisant les couloirs comme scène, contribuerait au processus psychothérapeutique. La pratique dans le couloir. Donnons-nous les moyens d'accueillir la surprise et l'imprévu. De l'attachement aux petits riens. Ces petits riens qui créent du lien et permettent d'être là. Travaillons le quotidien, mettons-le en récit pour créer les conditions nécessaires d'un accueil possible, dans une certaine ambiance. Soyons créatifs. Imaginons et proposons des lieux, des espaces d'ouverture au possible. De son étymologie. De son étymologie, couloir est le dérivé de coulisses, châssis de toile mobile où passent les acteurs pour entrer en scène, toute la partie du théâtre qui est derrière la scène, et de couler, canal qui rejette les humeurs excrémentielles. Le couloir où s'écoule la matière psychique des uns et des autres, où les entités psychiques se rencontrent, se croisent, se séparent, se préparent à passer d'un espace à un autre, du dedans au dehors ou inversement. Le couloir où s'écoulent les humeurs, les frustrations, les pleurs, les cris, les déchirements, les arrachements, les souffrances, les attentes, le bruit des pas, les 400 pas, les pas décidés, les pas perdus, les pas hésitants, les pas nonchalants, les pas qui traînent, les pas élancés, les pas saccadés donnant un rythme, une ambiance, un vide, un rien, un plein. Les pas qui préparent à incarner un rôle avant un groupe thérapeutique, avant un soin en individuel, avant une réunion, avant une reprise, avant de faire le lien, les pas coupés dans leur élan par les injonctions paradoxales administratives, par les accueillis le plus souvent en manque de lien. Ce couloir qui happe le mouvement, qui appelle à la circulation des flux, parfois bloqués par des portes fermées, des murs, des vitres, des fenêtres, cherche un sens de circulation, de mise en lien, de canalisation des flux. Le couloir comme métaphore du soin, est un espace où se met en scène ce qui préfigure la suite tout autant qu'il fait suite. Le couloir comme espace où tous les temps se trouvent enchevêtrés, emmêlés, articulés, reliés, est une scène de travail psychique aussi importante que les espaces de soins. Le théâtre de la rencontre. Ici, les lieux mêmes où nous situons la rencontre sont déjà une indication et sans doute une figuration et une mise en scène de ce qui peut se jouer ou s'y jouer. Les couloirs ont la même étymologie que coulisses. Comme dans les coulisses on ne s'y installe pas, on y passe, on y circule, mais on n'y reste pas ou on ne s'y établit pas. Ici rien de définitif que du provisoire. Ce sont en principe des lieux vides de mobilier permanent, que l'on traverse pour se rendre d'un lieu à un autre. Si on s'y arrête, c'est pour un court moment et parce qu'on y est en attente, de quelque chose, de quelqu'un. Les couloirs n'ont d'autre destination que de permettre le passage et occasionnellement la rencontre. On s'y croise parfois ou on découvre qu'on va dans le même sens. La fonction des couloirs est de faire communiquer des espaces et des fonctions différentes. Certains y errent comme pour témoigner de leur instabilité, ou pour donner à voir l'errance psychique à laquelle ils sont soumis. En ces lieux intermédiaires, de passage, de transit entre le dedans et le dehors, portes et fenêtres, ouvertures qui séparent malgré leur transparence, ou entre des espaces aux destinations distinctes, le jour, la nuit, se marque, se révèle, se figure la problématique par laquelle on est hanté ou traversé dès lors qu'on dépasse ou oublie la dimension exclusivement factuelle des lieux. Y courir pour se rendre quelque part ne révèle pas simplement une urgence ou une précipitation. Terrain PRATIQUE, ABLE. À mon entrée dans le service, plusieurs jeunes m'ont été orientés pour une psychothérapie, une évaluation clinique ou une aide à l'élaboration du projet de soins. Cependant, je me suis retrouvée parfois avec des jeunes en si grande souffrance qu'ils ne pouvaient arriver jusqu'à mon bureau. Arriver à les rencontrer me demandait d'assouplir mon cadre et me mettre modestement à leur hauteur, parfois assise par terre dans un vestiaire, communiquer avec une porte qui nous sépare, amener des oreillers ou matelas pour les empêcher de se faire mal tout en accueillant la souffrance, les mots, les cris, les larmes. Parfois, certains d'entre eux ont mobilisé en moi une telle agressivité, me renvoyant à des fantasmes infanticides, fratricides, qu'il me fallut trouver rapidement des issues pour évacuer, détoxiquer ce qui venait se bousculer en moi dans ce que j'avais de plus sombre, de plus archaïque, tout en n'annulant pas ce qui se déployait de la souffrance du jeune et de la reconnaître. C'est par analogie que je me suis mise à jouer, compter, scénariser, chanter. C'est en écoutant mon contre-transfert, mes associations, et en les jouant de manière la plus authentique possible tout en préservant mon espace intime, que j'ai pu rencontrer ces jeunes et ouvrir des champs du possible.
Ce que nous désignons sous le terme de corridor est placé sous le signe du continuum. Un temps s'écoule, qui dure, qui s'étend et qui s'étale. C'est le temps de l'accompagnement de la vie quotidienne. Il prendra toute sa valeur soignante ou traitante, dans la mesure où il sera l'objet d'une écoute et d'un effort de compréhension de la psychologie et de la psychopathologie des situations ordinaires. Fustier 2008-2015, page 1. La pratique du théâtre playback, confère article de Olivier dans l'ouvrage, m'a permis de m'entraîner dans cette écoute de l'insight et dans la transformation du brut en élément secondarisé. Ce théâtre d'improvisation met en scène des histoires, des anecdotes narrées par les spectateurs sous forme transformée. La psychanalyse, quant à elle, m'apporta une écoute de l'inconscient groupal, inconscient qui vient se déployer sur plusieurs scènes et à lire, décrire, interpréter dans l'après-coup pour le mettre au travail au niveau préconscient. Cette pratique se distingue de la technique, elle s'appuie sur les failles en soi, ou ce qui souffre en soi ou qui est resté en souffrance, et c'est par les résonances de celle-ci avec les douleurs de l'autre que s'établit la rencontre. Une rencontre authentique et pas seulement opératoire entre un soignant et un malade. Cette réflexion sur ce qui, de soi, est spontanément engagé ou mobilisé, n'implique pas le dévoilement d'une intimité, mais la prise de conscience de l'importance des conditions d'une rencontre sur un autre registre que celui d'un professionnel quelconque faisant occasionnellement état d'un savoir-faire et d'une parfaite application et maîtrise de celui-ci. Si quelque chose se passe entre soi et le patient, c'est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.